Merci, Monsieur le Président. Ce matin, j'ai omis de me présenter, Monsieur Laïchoubi, académicien, ancien ambassadeur et enseignant à l'École supérieure de sciences politiques et à l'Institut diplomatique. Donc j'aimerais, après ces deux brillantes interventions extrêmement intéressantes, émettre deux réflexions qui sont en même temps des questions. Alors, leur objectif est de tenter éventuellement de lever des équivoques, non pas par rapport aux interventions qui se sont faites, mais des équivoques qui apparaissent chaque fois qu'on aborde ce type de problématique. Alors, la première, assez souvent quand on parle de multilatéralisme et donc de nouvelle gouvernance mondiale, dans l'opinion publique internationale, il y a, si vous voulez, deux traumatismes qui apparaissent. Le premier, c'est les deux guerres mondiales. Et puis le second, souvent, c'est une méfiance qui tient au fait que l'espace des relations internationales continue à être rythmé par des visions cyniques. Mais derrière ce type de constat, il y a quand même une question majeure à laquelle nous n'avons peut-être pas toujours répondu et qui reste équivoque. Il y a une idée centrale qui s'impose autour de cette fameuse philosophie qui accrédite l'idée que les guerres et les compétitions de puissance sont des moteurs de l'économie mondiale et des facteurs inéluctables de progrès scientifique et technologique, ce qui, ipso facto, conférerait aux détenteurs de la maîtrise technologique et de la puissance militaire une légitimité de nature à leur assurer la prééminence dans le système institutionnel international dont ils ont défini l'architecture et qui, bien évidemment, est conçu à cet avantage. Alors, cela s'est traduit, comme cela a été brillamment expliqué, par une concentration exorbitante des pouvoirs au bénéfice des grandes puissances. Je ne vais pas les évoquer, ils ont été suffisamment bien évoqués. Bien. Le problème, c'est qu'au lendemain de l'effondrement des systèmes, notamment coloniaux, on n'a pas suffisamment fait la partie belle à cet effondrement. On a beaucoup parlé des deux guerres mondiales, mais on a omis de dire que 142 pays ont émergé, que 2/3 de la planète s'est retrouvée, et donc sont venus peser sur cette vision du multilatéralisme. Alors, la première conclusion, c'est que lorsqu'on évoque cette nouvelle gouvernance, on laisserait entendre que le débat, est-ce que par exemple la Chine va venir s'insérer dans une distribution de la prééminence et reprendre quelques-unes des cartes, parce que la conclusion d'un certain nombre d'observateurs dont je suis, c'est qu'il y a un bouleversement des hiérarchies et une démonopolisation de la force dissuasion. Certains s'imaginent devoir détenir ça et aller vers l'arme nucléaire pour pouvoir s'assurer une partie de la prééminence. Alors, ceux qui pensent que demain sera fait comme ça pourraient se tromper. C'est les mêmes tenants de ceux qui s'imaginaient que l'ordre colonial et les nouvelles visions pouvaient en prolonger les termes. Moi, je suis convaincu et persuadé que le débat de fond, l'humanité n'a pas besoin d'un ordre de domination pour assurer le progrès. Ça, c'est le premier constat, mais qui en même temps est une question à mes amis. Le second, qui est excellente intervention, je partage l'intégralité des conclusions, et simplement je voudrais évoquer pour mes amis ici présents uniquement une réflexion. Longtemps, les élites de nos pays ont été confrontées, et parfois, assez souvent, quand je fais ce type d'intervention, je semble heurté. Et je vais donner deux exemples. Nous étions un peu sceptiques lorsqu'on nous a présenté des modèles tels que, avec tous mes respects, mais la Turquie ou la Tunisie. On en a vanté souvent les mérites. Mais les élites chez nous étaient souvent choquées. Pourquoi? Il y a ce que l'on appelle les effets vitrines. La relation avec les grandes puissances est un élément majeur. La crainte est qu'on cherche plus à plaire à un espace de puissance qu'on ne cherche réellement à rénover son propre espace interne. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à un moment, les élites urbaines, dans ces pays-là, ont réussi à monopoliser et le pouvoir, mais cela n'a pas fait progresser
les espaces internes. Conclusion, par exemple, quand on parle des droits de la femme, on retrouve très souvent cette percée dans l'arsenal législatif théorique. Mais la réalité est que dans ces pays-là, la femme et dans les autres pays, bien que ces droits aient évolué en théorie, elle n'avait aucune capacité d'exercer le droit. Et donc la théorie, à mon sens, extrêmement intéressante, c'est non seulement d'octroyer, d'imposer et de prendre ses droits, mais surtout d'avoir la possibilité de les exercer. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de permettre à toutes les populations marginalisées de revenir au centre, de progresser, d'être alphabétisées, d'avoir une place dans l'économie. Pourquoi je soulève cette question? Parce qu'en réalité, c'est la même problématique qu'ailleurs. On ne peut pas dire que le monde va progresser, mais toujours dans le même type de hiérarchisation. Et comme l'a dit tout à l'heure mon ami Azoulay, c'est que le nouvel ordre qu'on imagine n'est pas un ordre nouveau avec de nouvelles puissances, mais en conservant le jeu de la prééminence, que ce soit dans les institutions internationales ou le mode de gouvernance, ou que ce soit à l'intérieur des tissus sociaux. La conclusion, c'est que la révolution permet à tous ces pays-là de voir leurs citoyens progresser, de peser sur le devenir de leur politique, mais en même temps d'avoir une place économique, une place de l'emploi et une capacité de décider avec tout le monde, à l'échelon interne et à l'échelon externe. Nous ne pouvons pas avoir deux visions où il y aurait, par exemple, la notion, et c'est ma conclusion, je m'excuse d'avoir été long, de droit de l'homme. Nous ne sommes pas convaincus que cette notion s'impose réellement. Nous sommes souvent choqués. Effectivement, il y a une évolution magnifique des droits de l'homme, mais souvent les incursions militaires, les interventions dans l'ordre mondial sur le plan de la relation internationale, nous les considérons souvent comme des atteintes aux droits de l'homme. Les interventions économiques qui font travailler de grosses multinationales, des individus au dépit du bon sens en Bangladesh et autres, et qui leur servent des salaires éhontés, pour nous c'est la même chose. Il ne saurait y avoir deux visions, il y a une même vision de l'éthique. Et ce matin, il y a eu d'excellentes interventions dans le débat. Il me semble que la question de l'éthique partagée est une question centrale. Tout le monde revendique cette éthique partagée. Il ne saurait y avoir des visions. Il y a une mécanique des droits de l'homme et de l'évolution des sociétés. À l'intérieur des pays, beaucoup de gouvernants n'ont pas pris la mesure des nouvelles recompositions sociales. À l'échelon international, c'est rigoureusement le même débat. Derrière la gouvernance, il y a des reconversions politiques et sociales majeures que beaucoup ne perçoivent pas. Je vous remercie. Je demanderai peut-être à M. Azoulay s'il veut faire un commentaire. Ou vous préférez ne pas le faire? Non. Comme vous voulez, non, mais c'était plus en fait un développement qu'une question et j'adhère à la... Très bien. M. Svalen, vous voulez faire un commentaire ou pas? Je suis prêt à intervenir, si vous voulez. Ce à quoi vous faites allusion, tout d'abord, je crois qu'on n'est pas en désaccord. J'ai mentionné dans mon exposé la croissance des États, de 74 à 200. Ça a changé fondamentalement la donne du multilatéralisme, avec justement des valeurs qui sont beaucoup plus diverses, beaucoup plus incompatibles dans une certaine mesure. Il faut donc harmoniser tout cela. Cette harmonisation n'est pas en train de se faire, malheureusement. Les uns et les autres continuent de dire « voilà mes valeurs, voilà les vôtres, etc. Vous devez céder ». Donc il faut trouver maintenant un dialogue entre, je dirais, l'Occident et l'Asie, largement, c'est eux qui comptent pour l'instant, pour trouver des nouvelles bases sur lesquelles devrait fonctionner l'ordre nouveau. Je crois que c'est ça. Ce à quoi vous faites allusion, là, incidemment, je crois que c'est la globalisation. La globalisation, en fait, elle amène un monde beaucoup plus égalitaire. Or, la globalisation est accueillie dans les pays émergents comme une dynamique pour promouvoir, disons, leur bien-être, c'est de l'émancipation.
Chez nous, nous l'accueillons avec beaucoup de restrictions parce que la société vieillissante a peur qu'on attente à ses acquis. Donc il y a une discrépance très nette. Or, je suis pour la globalisation. Il faut absolument l'apprivoiser et non pas la conspuer. Je crois que c'est essentiel. Or, nos sociétés, et notamment certains pays en Europe, conspuent la globalisation qui est irréversible. Ou pas totalement irréversible, comme on le voit dans le domaine financier. Il y a une déglobalisation dans le domaine financier qui est malheureuse pour l'ensemble, disons, l'ensemble des États et l'ensemble de la planète. Donc je crois qu'il faut arriver à cela. Et si nous y arrivons, nous arriverons certainement à avoir un ordre qui sera beaucoup plus égalitaire et qui fonctionnera mieux que celui que nous avons à l'heure actuelle. Comme je l'ai dit, je ne crois pas que malheureusement, c'est dans le multilatéralisme actuel que nous trouverons ces nouvelles synergies. Est-ce que ça se passera entre les États-Unis et la Chine? C'est bien la politique américaine qui veut absolument essayer de trouver, dans le fond, on se regarde comme chien et chat, n'est-ce pas? On aimerait bien, mais on n'aimerait pas trop, n'est-ce pas? Donc il faut qu'ils s'habituent à s'apprivoiser l'un avec l'autre et à trouver des modus vivendi. Tant qu'ils n'ont pas trouvé ces modus vivendi, on va à ce que vous avez dit. L'augmentation des dépenses militaires chinoises de 2000 à 2008, plus 170%. Plus 170%. Naturellement, les montants de base sont relativement faibles par rapport au budget américain, mais la montée est absolument incroyable. Et elle vise, naturellement, sur les armements du dernier type, pas sur les armements, sur ce qui est dans le fond classique, la guerre classique. La cybernétique, la cybercriminalité, sur des choses qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on pense. Donc il faut que ces deux acteurs s'entendent. Et quand je dis, et c'était le but de ma démonstration, il faudrait que l'Europe participe à ce débat, que ce soit au moins un débat trilatéral et non pas un débat bilatéral. Être absent de tout cela fait que nous n'avons pas droit à défendre nos valeurs, nos intérêts, ni à influencer cet ordre qui va être nécessairement en construction. S'il n'a pas de construction, on arrivera à ce que vous ne voulez pas, la guerre. Mais pour l'instant, on est plutôt dans l'épine de la guerre, où on se regarde comme chien et chat, tant qu'on n'a pas trouvé la conciliation. Et c'est ça qui est important pour nous, Européens, qui nous sommes complètement démilitarisés. On a bientôt plus de force. Une partie de ma conférence porte là-dessus, j'ai fait des études très à fond. On n'est plus crédible, ni au point de vue militaire, ni au point de vue sécurité, par rapport à des zones qui sont déstabilisées totalement à nos confins. Et c'est ça qui est inquiétant. Je ne dis pas qu'il faut réarmer, même si ça apporte quelquefois des apports, je dirais, de développement technologique. Les États-Unis développent une grande partie de leur technologie par l'armement, il faut le savoir. Plusieurs des grandes puissances sont comme ça. Mais je crois que c'est ça qu'il faut voir et c'est ça qu'il faut développer. Donc nous allons vers un monde plus égalitaire, je le souhaite, et ça veut dire que nous, Européens, dans ce monde plus égalitaire, nous devons être compétitifs vis-à-vis de pays qui sont de plus en plus compétitifs. Il n'y a plus cette division internationale du travail qui disait « nous avons la plus-value ajoutée la plus grande, et vous faites, des enfants, les bases œuvres et les bases begnonnes. » C'est terminé. Il y a plus d'universitaires qui sortent de Chine qui n'en sortent dans l'Occident total. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne trouvent pas tout à fait de travail à la sortie. Vous avez vu les problèmes qui se posent, parce que dans le fond, le jeune universitaire chinois qui sort, il est en principe l'assurance sociale de sa famille. Or, sa famille a investi des sommes considérables pour lui donner cette assurance sociale, et quand il sort de ses études, il est au chômage. Il y a aussi ce problème du chômage qui se pose. Donc en fait, c'est là que nous devons vraiment lutter, être compétitifs. Or, quand je regarde les chiffres sur la recherche et le développement, les États-Unis, c'est 4%, le Japon, c'est le 3%, l'Union européenne, c'est moins de 2%. Il y a des grosses différences. Donc nous sommes en régression sur des postes sur lesquels nous devrions être, disons, en ascendance, si nous voulons conserver un certain ascendant sur le monde. Voilà ce que ça m'incite, disons, comme réaction première par rapport à ce que vous avez dit. Merci. Monsieur Svalin, à suggestion de Monsieur Azoulay, ce que je vais faire, c'est on formule d'abord toutes les questions, puis les deux rapporteurs, je leur prie de prendre note et ils répondront à la fin aux diverses questions. Et comme ça, on va
profiter mieux du temps. Monsieur Fontaine, et après c'est vous. Oui, mon propos s'adresse à Monsieur Azoulay. Alors, évidemment, cette vision que vous voyez dans l'avenir et le sens de l'UPM est très convaincante. Il est clair que dans le long terme, dans le temps long, comme vous dites, la globalisation mondiale nous amène à considérer la zone euro-méditerranéenne comme étant nécessairement soumise à une communauté de destin. C'est l'expression qu'on avait déjà prise dans la déclaration Schuman pour les pays européens. Et si nous nous plaçons dans les problématiques posées par Jean Monnet, une communauté de destin doit tout de suite nous amener à la question quelle est la communauté d'intérêt que nous pouvons concrètement mettre en place pour que le destin commun s'accomplisse, non pas uniquement selon les visions, mais également selon les faits. Alors, moi, je vous poserai 3 questions sur ce thème-là. La méthode communautaire qui a bien fonctionné, en tout cas depuis 60 ans, nous a permis de progresser à travers la CECA, la CEE, Euratom et le marché intérieur, y compris Schengen. Du côté de la zone, disons, de l'espace euro-méditerranéen, côté européen, nous avons fait ces chantiers. Et nous avons mis du temps, mais c'était indispensable. Maintenant, pour qu'il y ait une communauté et un véritable dialogue et une coopération entre le nord et le sud de la Méditerranée, il ne peut pas simplement y avoir des transferts financiers du nord vers le sud et des transferts d'immigration du sud vers le nord. Il faut qu'il y ait une égalisation progressive des niveaux de développement. Et là, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Nous attendons de l'espace sud-méditerranéen des chantiers du même ordre que ceux que nous avons développés dans le nord de l'Europe, enfin dans l'Europe, c'est-à-dire où en est la coopération entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, où en est la libre circulation des personnes, les progrès qui pourraient être d'intérêt commun sur l'espace, sur l'énergie, sur l'eau, sur la recherche, sur le droit des femmes, sur la laïcité, sur énormément de questions qui créeraient un espace non seulement économique, social, mais également humain au sein des pays Maghreb, Mashrek. Deuxième problématique, est-ce que les pays Maghreb, Mashrek vont s'entendre sur la question d'Israël? Peut-on, nous, Européens, qui avons une position relativement homogène sur ce thème, accepter de discuter bilatéralement avec des États qui n'ont pas la même position? Est-ce possible? Troisième question, où s'arrête la Méditerranée? C'est-à-dire, nous parlons là, dans l'espace de l'UPM, des pays Maghreb, Mashrek plus Israël. Mais est-ce raisonnable de limiter la Sud-Méditerranée à cette zone côtière quand nous, les Européens, nous n'avons pas encore défini quelles sont nos frontières, à nous, Europe, au niveau de l'Est, par exemple? Nous allons vers une vague d'élargissement des pays de l'ex-Yougoslavie. Nous avons des conversations plus ou moins faciles avec la Turquie. Nous avons des accords de partenariat avec les pays du Caucase. Nous avons une dimension baltique. Est-ce que les pays du Maghreb Mashrek seraient capables de s'entendre sur une position vis-à-vis du sud de leur propre territoire, c'est-à-dire quelle est la position qu'ils peuvent avoir sur l'Afrique noire, l'Afrique centrale, sur le Sahara, sur le problème des Touaregs, sur le problème du terrorisme et de l'intégrisme musulman. Bref, nous avons besoin, je pense, pour un vrai partenariat qui ne soit pas simplement unilatéral, parce qu'elle ne rencontrerait certainement pas d'écho suffisant en Europe, compte tenu des restrictions budgétaires, de la crise et des peurs même qu'en Europe, le populisme et la récession peut entretenir chez nous. Quelle est la contribution, le cadeau, si on peut dire, ou disons l'exemple que nous pourrions attendre du Sud pour nous rassurer et faire de nos deux rives de la Méditerranée un véritable dialogue équilibré? Merci. Merci. Monsieur, vous apportez le micro, s'il vous plaît. Je voudrais demander une question à M. Azoulay. Après sa brillante présentation, dont je le félicite, je voudrais, de l'optique européenne que nous a mis tous ensemble ici, on a vu que le centre de gravité mondial, il y a eu une évolution de l'Europe, c'est passé en Nord-Amérique, maintenant c'est en Asie, on a dit. Mais qu'est-ce qu'on peut penser
de l'évolution en Afrique. Pas seulement le nord d'Afrique, le Maghreb, mais tout le continent. Est-ce que c'est arrivé déjà le jour de l'explosion? On a vécu la présence de pays émergents ou réémergents, la Chine, l'Inde. Mais dans le monde de l'économie et des affaires, ce qui est important, c'est de s'avancer aux événements. Alors, j'aimerais beaucoup. Qu'est-ce que vous prévoyez? Merci. Il y a une dame par là qui demandait aussi à poser une question. Je suis dans la population vieillissante de l'Europe et j'étais une fois de plus, surprise de voir qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans cette assistance. Et je me dis que les questions que vous posez sont absolument centrales pour l'avenir de l'Europe et de l'Afrique et du monde. Monsieur Zwalen a été très clair par rapport au risque de guerre, entre autres, avec la montée du populisme, avec tout ce qu'on voit ces temps, l'immigration et tout. Et monsieur Azoulay aussi. J'ai appris beaucoup sur l'Union pour la Méditerranée, que je voyais d'abord comme une rivale de l'Europe. Enfin, une nouvelle organisation, etc. Donc ma question c'est, d'abord, comment intéresser plus les jeunes à ce problème? Parce que c'est quand même l'avenir. Alors je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de jeunes ici. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y a encore quelques jeunes en Europe qui pourraient rejoindre ceux d'Afrique et du sud de la Méditerranée. Donc je crois que c'est une force vive à laquelle vous devez transmettre tout ce que vous dites. Parce qu'avec l'âge, on devient moins actif. Enfin, vous n'en donnez pas l'exemple, mais voilà. Donc, c'était ma question. Transmettez, dites-le, faites des conférences. Je le trouve central. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, voilà. M. Granel, ici, demande la parole. Et monsieur après. Il y a une question qui me préoccupe énormément, que se relie beaucoup à ce que ce matin on a parlé. On a parlé des changements des valeurs mondiaux. Alors, si maintenant la prédominance européenne disparaît, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça serait impossible de rééditer la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'année 48. Aujourd'hui, ça serait exclu. Et ça m'amène à une autre considération maintenant sur le dialogue de civilisation, par exemple. Je ne pense pas qu'on puisse parler de dialogue de civilisation, mais de dialogue entre personnes civilisées dans le même système de valeurs. Et ça, je pense que ça, c'est le grand problème de l'Union pour la Méditerranée. Ça veut dire que c'est assez difficile avec nos valeurs européennes, non? Par exemple sur la femme, et dans certains pays, je dirais salafistes, pour faire la chose plus extrême, et qu'on puisse arriver vraiment, pour l'instant, peut-être dans un avenir lointain, comme disait M. Azoulay, c'est possible, mais je ne sais pas si ça sera trop lointain pour tous nous dans cette salle. Merci beaucoup. Merci, M. Granel. Vous apporterez maintenant le micro. Jean-Baptiste Devecq du Club UNESCO de Fribourg. J'ai été très frappé par les deux conférences qui étaient magnifiques. Et il me semble que M. Zwalen comme M. Azoulay nous ont montré que l'Europe n'est, même unie dans son avenir, n'est qu'une étape vers l'unité de notre planète. Nous devons arriver à une gouvernance mondiale et les conclusions de l'un comme de l'autre nous montrent que l'Europe est une étape vers un monde gouverné par la démocratie, il faut espérer. Et je pense que l'appel de M. Azoulay pour une meilleure compréhension sur le plan spirituel avec les partenaires juifs, chrétiens et musulmans est essentiel. C'est un pas différent qui dépasse les frontières de l'Europe, mais qui la rapprochera
de cet idéal de paix et de rayonnement que nous souhaitons espérer. Cela nous aidera aussi dans le dialogue avec les autres partenaires, qu'ils soient en Afrique ou en Asie. Je vous remercie, c'était une magnifique initiative de la Fondation, Monsieur le Président. Merci. C'est nous qui vous remercions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ce n'est pas le cas, alors moi je vais poser la dernière question et je vais donner après la parole au rapporteur. Ma question serait celle-ci et je reprends un peu ce qui vient d'être dit dans la dernière question. Monnet pensait que l'Union européenne était un modèle à la fin pour une organisation de la gouvernance mondiale. Or, cela est facile à produire s'il y a une homogénéité politique. Je veux dire, il est assez facile d'unir des démocraties, parce qu'on unit les hommes. S'il n'y a pas de démocratie, je le vois beaucoup plus difficile. Et même, peut-être, j'oserais faire un pas en avant. Il est beaucoup plus difficile, par exemple, de faire des organisations comme ça s'il y a des démocraties du type présidentialiste, par exemple les démocraties en Amérique latine. On a pu vérifier qu'il est beaucoup plus difficile d'organiser une gouvernance à des États qui ont un pouvoir très fort dans le cas de leur président, comme c'est le cas en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, que dans des régimes parlementaires, comme c'est le cas en Europe, où réellement il y a quelques systèmes orléanistes, mais le reste sont des démocraties parlementaires. Et en tout cas, c'est les parlements qui, au moins théoriquement, ont la souveraineté nationale sans la partager. Donc ma question serait comment est-ce qu'on peut avancer vers un modèle mondial qui, sans changer la situation où il y a des pays où il n'y a pas une démocratie telle que nous la comprenons, qui n'ont pas un État séparé de la religion, ce qui est un vrai problème. Dans mon pays, on a pu entrer à l'Union européenne du moment où on a assimilé le Concile et on a procédé à la séparation entre l'Église et l'État. Avec un national-catholicisme, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu entrer dans l'Union européenne. Or, s'il y a un système où la religion est aussi forte que la loi de la charia, comment on va pouvoir faire une union politique avec d'autres pays où cela ne marche pas? Voilà ma question, je la pose aux deux rapporteurs et je leur donne la parole, à commencer par M. Svalen, puis M. Azoulay, et puis nous ferons les conclusions. M. Svalen, s'il vous plaît. Je dois prendre le... Oh là là. Il y a eu d'énormes, disons, des questions très, très importantes. Une des premières réactions que j'aimerais faire, c'est celle-ci. La politique extérieure de l'Union européenne. Il n'y a pas de véritable politique extérieure. Pourquoi? Parce que pour avoir une politique extérieure véritable, il faut qu'il y ait unanimité. Or, l'unanimité dans les règles qui gouvernent l'Union européenne, elle n'est jamais réalisée. Regardez ce qui s'est passé dans le cas de la Libye, dans le cas du Mali, c'est des problèmes qui touchent à l'intérêt global du continent, il n'y a pas eu d'unanimité. Donc nous n'avons pas une véritable politique extérieure européenne. Par contre, il peut y avoir une politique extérieure dans des domaines un peu localisés ou précis. Quand un ou deux États décident, sans faire obstacle, dit le traité de Lisbonne, à ce qui se passe dans ce fond sur la base, disons, des fondements de l'Union européenne, lorsque un ou deux États décident d'aller de l'avant. Alors, il peut y avoir aussi l'abstention constructive, en ce sens qu'un État peut s'abstenir, mais pas empêcher l'unanimité de se réaliser. Donc ça permet d'avoir des politiques extérieures, des objets, disons, localisés. Ces objets localisés, il y en a eu quelques-uns. Prenons les accords de partenariat géostratégique, je crois comme on les appelle,
Il y en a 6 qui ont été conclus, si je suis bien informé, je ne suis pas vraiment un Européen, mais il y en a avec la Russie, avec le Brésil, la Chine, 2 autres, l'Indonésie, peu importe. Et si j'ai analysé un peu ces traités, tout d'abord, on ne sait pas qui déclenche l'initiative du traité. Est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce que c'est un pays membre ou 2 pays membres? Quelquefois, c'est l'Union européenne qui a déclenché parce qu'elle avait un intérêt à conclure un accord avec un de ces pays. D'autres fois, c'est un pays membre qui a dit oh, dans le fond, j'aimerais bien tisser davantage mes relations avec ce pays, donc je propose de faire un accord partnership, n'est-ce pas, avec ce pays, et l'Union européenne a suivi. Je vois que dans le fond, le choix des pays n'a pas été conçu sur une base géostratégique ou géopolitique. C'est un tout petit peu laissé au fait du prince. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de véritable politique extérieure de l'Europe. Et il faut vivre avec ça. Et c'est ça qui est, à mon avis, une des toutes grandes faiblesses qu'on n'a pas vraiment abordées aujourd'hui, c'est que l'Union européenne est absente, politiquement parlant, sur la scène mondiale. Elle est présente du point de vue économique et commercial, mais elle est absente du point de vue complètement politique. Je l'ai mentionné dans le fond dans le cas où vous avez un ou 2 États, par exemple, au Fonds monétaire international, on me dirait que ce n'est pas tout à fait politique, mais c'est quand même politique. Chacun s'exprime libéralement, tout à fait individuellement, sans tenir compte de ce que vont dire les autres. Les pays tiers, la Chine, sentent très bien que le domaine bilatéral communautaire est poreux. Et dans le fond, ils savent très bien que quand il y a une résistance communautaire, ils vont chercher du côté de l'Allemagne, du côté de la France, pour obtenir simplement un avantage bilatéral. Ils utilisent cet argument avec beaucoup d'élégance et beaucoup de précision, et ils en tirent beaucoup d'avantages. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de véritable politique extérieure. Et je crois que c'est un des éléments majeurs qui doit être, dans le fond, suppléé maintenant. Il faudrait que l'Europe, pense qu'elle n'est plus la mainmise, qu'elle n'a plus la mainmise totale sur le monde. Je crois qu'elle l'a réalisé. 2, qu'elle est un des éléments, mais qu'elle peut apporter, par sa construction intérieure, elle peut apporter des éléments pour la construction d'un nouvel ordre multilatéral ou, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mondial, une nouvelle gouvernance mondiale. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce que les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord ensemble sur cette vision. Donc il faudrait qu'une des premières choses qui soit faite, c'est que l'Union européenne essaye de développer une vision de ce qu'elle voudrait entreprendre pour concevoir une politique extérieure. Avec qui elle aimerait avoir des accords de partenariat, qu'est-ce qu'elle aimerait privilégier, qu'est-ce qu'elle voudrait influencer, etc. Mais on ne le sait pas, personne ne le sait. Et c'est la même chose à l'Organisation des Nations Unies. Donc première chose essentielle, avoir une conception de politique extérieure. Et si on n'y arrive pas, et pour l'instant on n'y arrive pas, parce que c'est la souveraineté qui l'empêche. Et c'est pour ça que je suis véritablement pour une Europe beaucoup plus fédérée, beaucoup plus fédérale. Tant que vous avez besoin de l'unanimité, prenons l'exemple, si nous étions membres, nous la Suisse, avec notre principe de neutralité, nous aurions fait obstacle à une intervention de la France au Mali, sous prétexte de la neutralité. Certains pays de l'Union européenne l'ont fait au principe de la neutralité, n'est-ce pas, se sont abstenus. Donc la France est intervenue seule au Mali, ou pratiquement seule, avec quelques appuis. Mais c'est tout. La Libye, ça a été la même chose. Et dans les accords précédents sur le Congo, ça a été la même chose. Vous n'avez pas une vision européenne unie pour une action de politique extérieure européenne. Vous avez des visions partielles. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui doit être, disons, rapidement. Et c'est pour ça que j'ai dit, je pense que l'Union européenne sortira de la crise renforcée du point de vue économique, mais malheureusement pas renforcée du point de vue politique, parce que toutes, disons, les énergies ont été accaparées par la construction européenne. Je crois que ça, c'est un des éléments qu'il faut prendre en mesure. Alors, de là à la question essentielle qui nous retiendrait jusqu'à demain, j'en suis sûr, que notre président a posé, quels sont, disons, les éléments? Parce que je crois que ça a été dit, la construction européenne est une étape vers quelque chose. Comme il n'y a pas d'étape ultérieure, j'aimerais que la construction européenne franchisse cette étape de fédération pour se mettre sur un pied d'égalité avec les 2 ou 3 autres grands partenaires mondiaux. Si elle y parvient, ce serait déjà
quelque chose. Et à partir de ce moment-là, commencer de penser à construire quelque chose qui soit véritablement beaucoup plus mondial et beaucoup plus, disons, une gouvernance mondiale. Pour l'instant, on n'est nulle part. On n'est nulle part. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Et c'est affligeant de le penser et de le dire. Et c'est affligeant de voir quel est le poids que nous perdons, nous, Européens, le plus grand et le plus riche marché mondial du monde. Il y a quelque chose qui vous déconcerte. C'est tout ce que je voudrais dire, parce qu'on peut aller vraiment très très loin, mais je crois que c'était les grands éléments que je voulais faire. Oui, je crois, voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, M. Svalen. M. Azoulay, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Fontaine, vous avez posé les vraies questions. Communauté de destin ou communauté d'intérêt, ou communauté de destin et communauté d'intérêt, simplement, moi j'inverse l'équation. Il y a aujourd'hui déjà une communauté d'intérêt très substantielle. Celle qui fait plus problème et qui est apparemment moins consensuelle que la communauté d'intérêt, c'est la communauté de destin. Donc j'inverse l'équation. C'est vrai que plus nous aurons d'intérêt, plus cette communauté de destin s'imposera, mais en même temps, pour beaucoup d'entre nous, plus on voit ces intérêts se développer et s'imposer, et moins on perçoit justement la perspective d'une communauté de destin, malheureusement, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Intégration régionale, bien évidemment, nous sommes de mauvais élèves. Nous, au Maghreb, par exemple, puisque, vous le savez, les frontières entre le Maroc, les frontières terrestres en tout cas, entre le Maroc et l'Algérie, sont fermées. Et nous gagnerions, à la fois Marocains, Algériens, Tunisiens, Libyens, Égyptiens, à avoir une zone intégrée, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus volontariste et beaucoup plus ambitieuse. C'est évident. Je nuance simplement une chose. Souvent, quand mes interlocuteurs européens font la remarque que vous avez exprimée, qui est légitime, ils oublient une chose. C'est que l'Europe, pour nous, elle a la même légitimité en tant que voisin que nos voisins de l'Est. Vous savez, l'Europe, à partir du Maroc, c'est moins de 13 kilomètres. Et nos livres de géographie nous enseignent que la fracture du détroit de Gibraltar est un accident de la géologie. Peut-être. Pourquoi pas le lire comme cela? Donc je dis simplement que nous sommes nous installés dans cette perspective. Nous devrions, et de loin, faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait next door, hein, mais ce que nous vous demandons à vous, Européens, c'est de considérer que vous êtes aussi next door pour nous. Nous le voyons comme ça, pas vous, pour le moment. Et je crois que ce serait intéressant d'installer aussi cette rhétorique et cette dynamique. Sur les hommes, les femmes, l'eau, la culture, bien évidemment, là aussi, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais il y a aujourd'hui des signaux encourageants. Les sociétés civiles de nos pays font beaucoup mieux que nous, les politiques. Elles se voient. Les organisations de femmes, les organisations culturelles, la musique voyagent beaucoup plus facilement que le politique. Elle n'a ni passeport, ni frontières, ni religion. C'est une réalité. Il faudrait la structurer et il faudrait que les politiques se mettent à l'aune de leur société civile, qui aujourd'hui détermine cette dynamique. Maghreb, Mashrek, Israël, bien évidemment, mais moi je résumerai d'un mot. Il n'y a pas de futur méditerranéen ou euro-méditerranéen s'il n'y a pas de Palestine. C'est aussi clair que ça. Et si vous le permettez, j'ai un dernier mot sur la contribution ou le cadeau du Sud que vous suggériez. Là aussi, j'ai l'impression que l'équation est inversée. Je disais tout à l'heure que dans la richesse que nous créons ensemble, sur le plan, dans tous les espaces où nous coopérons, l'essentiel de cette richesse retourne au nord. C'est la dure loi du rapport des forces et de la balance des pouvoirs des uns et des autres. Donc le cadeau, si vous aviez à poser la question à l'un de mes compatriotes, il vous dirait, mais il en fait tous les jours. Et il le fait consciemment, avec lucidité
et sachant que demain, ça pourrait déboucher sur quelque chose. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, et que apporter cette perspective de l'Union pour la Méditerranée, c'est que pour les pays qui ne sont éligibles ni à l'adhésion, ni à un full membership avec l'Union européenne, il faut inventer de nouvelles règles du jeu. Il faut qu'il y ait ce cercle périphérique pour ce bassin démographique de 700 millions de personnes qui sont partenaires de l'Union européenne, mais qui ne sont nulle part institutionnellement. Et il faut que ce cadeau que nous faisons aujourd'hui, mais consenti et assumé et connu aux pays du Nord, nous le considérons plutôt comme un investissement qui nous aidera à imposer finalement un jour cette perspective d'une destinée commune mieux équilibrée et où la place de chacun serait construite dans une équité qui est à inventer mais qui est possible. Moi, je crois. Madame, je vous remercie de m'avoir posé la question sur les jeunes et l'importance de cette pédagogie à transmettre aux générations montantes. Je vous en remercie parce que il y a moins d'un mois, en ma qualité de président de la Fondation Annalint, je réunissais un forum que nous appelons tous les 2 ans. Cette année, c'était à Marseille, capitale européenne de la culture. Il y avait là 1500 responsables, leaders de la société civile venus des 43 pays de l'espace euro-méditerranéen. 65% de ces leaders avaient moins de 20 ans. 52% étaient des femmes. Ils sont tous volontaires, ils sont tous élus. Ils arrivent là à partir des 18-20 000 leaders que réunit dans son travail la Fondation euro-méditerranéenne Annalint. Elle a élu ou désigné ces 1500 représentants qui sont venus à Marseille. Mais l'exercice était d'autant plus fascinant, et je le dis ici en manquant de modestie, mais j'en suis très fier, c'est que pour la première fois dans l'histoire, ces 1500 leaders, essentiellement jeunes, pour plus de la moitié d'entre eux moins de 20 ans, étaient assis dans la même salle, à la même place et avec le même degré d'autorité et de responsabilité que les 43 présidents des parlements que j'avais réussi à faire venir pour être dans la salle écouter ces jeunes ou être à la tribune avec ces jeunes. Ça ne s'était jamais fait. Et il y avait également dans la salle, et ça a duré 4 jours, les présidents de toutes les grandes régions de l'espace euro-méditerranéen, parce qu'il fallait qu'il y ait les responsables territoriaux qui assument le pouvoir de façon concrète dans le quotidien de tous ces jeunes, et qu'ils soient là aussi. Donc il y avait cette convergence entre la société civile, dans ses forces les plus vives et futuristes, il y avait les responsables parlementaires, les élus, et il y avait les responsables territoriaux. Et c'était une sorte de cercle vertueux, sans précédent historiquement. Et nous avons participé à cet exercice de pédagogie que vous souhaitiez. Je voulais simplement vous dire qu'il est là, il existe, il faudrait qu'il s'élargisse et qu'il se répète, mais il existe à la Fondation Annalint. Alors, il y avait aussi une autre question qui a été posée sur l'Afrique, le centre de gravité et le futur ou la place de l'Afrique dans le nouvel ordre qui se dessine pour demain. L'Afrique est en train non pas d'émerger, mais est en train de s'imposer dans l'agenda à la fois économique, politique, stratégique de la communauté des nations. L'Afrique, c'est l'an dernier un produit intérieur brut qui a progressé de 6%. On en attend à peu près la même croissance pour 2013. Les projections qui sont faites sur la 2020, parce qu'il faut fixer un seuil, devraient tangenter autour de 7 à 7,5 par an. Et quand on passe le seuil de 7, on atteint le niveau de développement qui devrait permettre non seulement à l'Afrique d'avancer, de croître, mais de tangenter la croissance qui lui est nécessaire
pour toucher les classes les plus défavorisées, parce que l'Afrique a un taux de croissance et démographique qui est de l'ordre de 2 à 2,5%. Donc quand elle fait une croissance de son PIB de 5%, il y a 2,5% qu'il faut en retirer, ou 2% parce que la population augmente. À 7,5%, qui est l'hypothèse la plus réaliste, faite par les experts les plus crédibles dans l'horizon 2020, permet à ce moment-là d'atteindre ce seuil qui va alors, à ce moment-là, faire du continent africain non seulement un espace d'opportunité économique pour les Occidentaux, mais aussi un partenaire qui est dans la proximité, parce que l'Afrique, il y a une première marche qui sont les pays du sud de la Méditerranée quand on va en Afrique, et il y a juste après le continent africain. Il y a donc un potentiel absolument exceptionnel. Cette année, l'ensemble des flux financiers qui ont afflué vers le continent africain, au-delà de l'Afrique du Nord, a été de l'ordre de 200 milliards de dollars, tout flux confondu. Les projections qui sont faites à l'an 2020 font que ce chiffre est perçu, enfin, il peut quintupler d'ici 2020. Alors c'est vrai qu'il y a le pétrole là-dedans qui fait la grande masse, mais tout de même, ce sont des chiffres qu'il faut prendre en compte. Entre l'an 2000 et 2011, les échanges commerciaux avec l'Afrique ont quadruplé. Donc il y a, si vous voulez, des données objectives qui font que ce continent, ça n'est pas simplement un point de vue, disons, qui fait bon de développer, parce que les Chinois l'ont compris avant nous et ils ont pris une place qui est déterminante en tant qu'acteurs sur le terrain du développement africain. Mais ce sont des chiffres qui disent l'objectivité de la place qu'occupe et que va occuper demain l'Afrique dans la nouvelle carte de l'économie mondiale, comme dans la nouvelle carte de la géopolitique internationale. Et moi, je considère qu'un partenariat euro-méditerranéen plus fort, plus ambitieux, mieux régulé, plus équitable, sera le meilleur atout pour l'Europe, pour aller vers ces marchés de façon avec les atouts qui seront ceux du succès. J'ai peut-être oublié d'autres questions, mais rappelez-moi à l'ordre, messieurs les présidents, si je l'avais fait. Hein, ça allait. Je ne veux pas vous rappeler un ordre, on a encore un peu de temps. Merci beaucoup. Encore, M. Zweig a demandé la parole. J'aimerais peut-être revenir sur l'une ou deux choses. Tout d'abord, vous avez parlé de l'Afrique. Je suis tout à fait d'accord que l'Afrique est un pôle de plus en plus essentiel et qu'il est de plus en plus utilisé par la Chine, qui a une stratégie globale pour exploiter la Chine à sa manière, en ce sens que les accords qu'il conclut avec un certain nombre de pays, l'Angola en particulier, c'est des accords qui échappent à l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'une grande partie du pétrole qui est extrait est dirigé vers la Chine, ce n'est pas un pétrole qui va vers le marché mondial. Qu'il y ait davantage de Chinois et davantage de Chine en Afrique, c'est normal parce que nous avons un rééquilibrage des relations économiques qui fait que la Chine monte et que l'Europe descend un peu. Donc, nous avions un monopole, nous n'avions plus le monopole. Dans une certaine mesure, il y a un rééquilibrage qu'il ne faut pas, disons, conspuer. Je crois qu'il faut s'en accommoder. Par contre, si je voulais encore développer un tout petit peu ce que j'ai dit sur la politique extérieure, elle est naturellement intimement liée à la politique de sécurité et de défense. Vous savez que l'Union européenne est terriblement inféodée à l'OTAN et inféodée aux États-Unis. Depuis la chute de la communauté européenne en 1954, ça a été le fait et c'est devenu de plus en plus le fait, au point que Bill Gates, récemment l'ancien secrétaire d'État à la Défense, a dit que l'Europe devenait absolument, disons, une puissance qui ne comptait plus du point de vue militaire. Ça veut dire que les États-Unis doivent de plus en plus, en cas d'agression, puisque l'OTAN est une alliance défensive, subvenir à la défense de l'Europe. Or, maintenant, dans le budget anglais, pour savoir ce qu'on va faire des sous-marins nucléaires, les États-Unis leur ont dit « Attention, n'allez pas au-delà, nous ne pouvons plus, disons, assurer votre défense comme nous le faisions autrefois. »
Et ça, c'est un élément, à mon avis, très important, parce que comme les États-Unis viennent de recentrer leur géopolitique, géostratégie sur l'Asie, ils ont déjà redéployé leur flotte, disons, d'une manière différente. Autrefois, 50% de la flotte américaine était dans le Pacifique et 50% était dans l'Europe, Moyen-Orient. Ils ont maintenant alloué 60% de la flotte dans le Pacifique et 40% dans le Moyen-Orient, Europe. Or, pour eux, on peut se dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est le fait du pince, ils ont regardé leurs seuls intérêts économiques, mais l'Europe n'est pas capable de rattraper ce déficit. Or, pour l'Europe, disons le Moyen-Orient, et vous l'avez dit, cette région reste excessivement prioritaire. Or, nous n'avons pas les moyens, disons, de nous imposer. Et je dirais que ce qui se passe en Iran pourrait bien amener un certain nombre de perturbations sur les approvisionnements pétroliers de cette région du monde. Or, nous n'avons pas de force militaire pour aller, disons, le cas échéant, ce n'est pas que je la souhaite, mais le monde est ainsi fait. Donc, si nous avions une défense européenne qui ne soit pas une défense faite, disons, de quelques armées nationales sous-équipées, vous connaissez le fameux, je le citais à table, le joke des Américains en Afghanistan, ISAF, I saw Americans fighting. Les unités européennes qui ont combattu et qui combattent en Afghanistan, pour la plupart ne peuvent pas combattre de nuit, ne peuvent pas combattre à plus de 2 heures dans l'hôpital et ne peuvent pas combattre dans certaines zones qui sont particulièrement exposées. Voilà la force militaire de l'Europe dans le monde. Donc, les États-Unis en tirent un certain nombre de conclusions, et ceci est à mettre en regard d'une certaine analyse qui a été faite par la Commission européenne de 14 minerais qui sont absolument essentiels pour la production européenne. Antimoine, tungstène, etc., etc. Or, pour aller, en cas de trouble, avoir l'accès aux sites de production, avoir la possibilité de transposer ces choses, nous n'avons rien. Rien. Nous sommes complètement démunis. Et je crois que les Européens ne se rendent pas compte de cette démilitarisation dans laquelle nous nous trouvons. Et Dieu sait si je ne suis pas un militariste par outrance, mais je me rends compte que nous en sommes là. Et il faudrait absolument qu'il y ait, comme prolongement de la volonté politique, une volonté de défense qui soit une volonté de sécurité et de défense commune. Vous avez cité le nombre militaires que nous avons en Europe, mais disons, comme c'est des armées nationales, même celles qui sont, disons, utilisées du côté de la Yougoslavie, je viens de voir des gens qui sont rentrés de ces régions-là, me disent nous n'avons pas les armes, nous n'avons rien pour, disons, pour faire un combat. Donc c'est des budgets militaires. Alors si vous regardez les budgets militaires qui se font, le budget militaire de l'Union européenne, grosso modo, c'est à peu près le 40% du budget américain. Mais les retombées sur investissement, c'est 10%. Pourquoi? Parce qu'on fait un fusil ici dans le pays X, un fusil là dans le pays Y, un sous-marin ici, etc. Donc en fait, si vous avez un porte-avions français, il n'y a à peu près que les avions français qui peuvent atterrir sur ce porte-avions. Les avions des autres nations ne peuvent pas atterrir. Voilà la fragmentation dans laquelle on est, qui fait qu'il y a le cloisonnement des budgets militaires et le cloisonnement des armements. Donc nous avons une déperdition au point de vue des recettes qui sont allouées à ça, qui est absolument fâcheuse, qui est incompréhensible. Et nous en sommes là. Et dans le fond, il n'y a pas de réveil européen par rapport à ça. Je tenais, disons, à dire encore ces choses parce que finalement, je crois qu'il faut voir quelles sont les faiblesses de l'Europe et où nous devons maintenant nous relever pour essayer de combattre un certain nombre de ces faiblesses. Merci.